Bonjour, nous sommes donc à une nouvelle session des Minutes de l'Innovation. Aujourd'hui, nous accueillons la société Predimed avec Monsieur Ajam, qui va nous parler de télésurveillance en gériatrie. Ajam, à vous. Bonjour, merci Monsieur Bouteau pour cette opportunité. Donc, je vais partager mon écran, l'intégralité de l'écran. Et voilà, et je vais démarrer. Voilà. OK. Donc, effectivement, je vais aujourd'hui parler de télésurveillance des personnes âgées, donc gériatrie et technologie. Donc, avant de démarrer, le docteur Abrard, qui est gériatre, n'a pas pu se libérer aujourd'hui pour des raisons personnelles. Et donc, je présenterai donc sa partie à lui. Et il tient à s'excuser auprès de vous. Donc, voilà, pour ça. Donc, je vais vous parler tout d'abord, replacer le contexte de la télésurveillance et de la gériatrie avant de vous parler des fonctionnalités des services offerts par la plateforme de télésurveillance, et on finira par deux exemples d'expérimentations qui ont été menées, dont d'Ivadin Philémon qui vient de démarrer il y a quelques mois. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Mohamed Ajam, je suis le fondateur et le président de la société Predimed Technologies. Alors, Predimed Technologies est un éditeur de logiciels dans le domaine de la e-santé. Donc, on a derrière nous une dizaine d'années d'expérience dans la R&D, dans la télémédecine et plus spécifiquement dans la télésurveillance et l'élaboration de parcours de soins pour de la prise en charge de pathologies chroniques à aujourd'hui. Donc, on a déjà traité l'insuffisance cardiaque ou le diabète, entre autres. Et nous travaillons là depuis 2018 sur les désordres gérontologiques. Donc voilà. Donc pour placer le contexte par rapport à nos travaux, il faut aujourd'hui bien remarquer que l'espérance de vie est en pleine croissance. Donc aujourd'hui, on vit une transition épidémiologique dans laquelle les pathologies chroniques prennent le pas sur tout ce qui est problématique médicale aiguë. Depuis, disons, une vingtaine d'années, les hôpitaux vont traiter beaucoup plus à 80-85% de problématiques liées à des pathologies chroniques, contrairement à avant où on traitait plutôt des problématiques aiguës. Donc, ceci entraîne une modification de la prise en charge des patients de manière générale. Et c'est là où s'inscrit la télémédecine aujourd'hui, qui va, elle, nous permettre de proposer de nouvelles approches médicales pour suivre et traiter ce type de pathologie. Alors aujourd'hui, on parle de télémédecine et on parle beaucoup de médecine des 5 P, dont je vais vous parler rapidement. Alors, la médecine des 5 P se veut préventive dans le sens où, bien sûr, dans le cadre des maladies chroniques, la prévention va nous permettre d'améliorer la qualité de vie, va permettre aussi de suivre et d'anticiper les problématiques ou disons les risques de décompensation. Elle se veut participative dans le sens où les systèmes électroniques vont nous permettre beaucoup plus facilement de faire collaborer tout un ensemble de personnes autour des patients. Et enfin, elle est personnalisée.
parce que l'on va arriver à suivre de manière vraiment très spécifique et détecter des situations à risque de décompensation. Alors, dans cette démarche, il faut aussi bien voir que l'humain reste au centre des préoccupations et des organisations. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en place des nouvelles technologies et mettre de côté ce qu'on appelle donc, tout ce qui est le mode opératoire donc, et les organisations. Donc, essentiellement, la télésurveillance ne vient pas seule, mais on va parler toujours de télésurveillance et d'un modèle organisationnel associé qui va permettre de créer justement ces parcours de soins. Voilà. Donc, je vais juste m'arrêter une minute pour définir ce que c'est que la télésurveillance. Donc, l'article 36 de la loi de finances de la sécurité sociale définit la télésurveillance aujourd'hui comme étant donc un système qui va permettre à un professionnel de santé d'accéder à distance à des données collectées sur le lieu de vie d'un patient pour lui permettre de prendre des décisions lors de la prise en charge de ce patient-là. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire grosso modo que le patient va collecter, lui, ou à l'aide d'un aidant, des données de manière manuelle ou automatisée à l'aide de capteurs, que ces données vont être collectées et analysées par un système automatique, et ce système aura la possibilité d'émettre des alertes vers justement le corps médical, qui peut être le médecin ou bien une autre structure, et le médecin aura la charge par la suite d'adapter la prise en charge s'il lui semble que c'est nécessaire. Voilà. Donc, la définition reste relativement large et donc, quand on va parler de traitement automatisé des données, eh bien, ces traitements peuvent être donc, à géométrie variable, comme on le verra par la suite. Donc, cette télésurveillance a bien sûr un cadre légal qui évolue. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une année un peu charnière, puisqu'après plusieurs années d'expérimentation dans le cadre d'étapes définies dans l'article 36 de la loi de finances, donc on va passer et rentrer dans le droit commun, notamment de fait pour déjà 5 prises en charge qui sont l'insuffisance cardiaque, le diabète, l'insuffisance rénale pour en partie, l'insuffisance respiratoire aussi, et puis pour les prothèses cardiaques. Donc, à partir de février 2022, donc on va rentrer dans le droit commun, sachant que jusqu'à la fin de l'année, donc il y a possibilité encore, juste avec une déclaration, de pouvoir faire de la télésurveillance. Et à partir de janvier 2023, il va être nécessaire pour tous les systèmes de télésurveillance d'avoir une certification qui est liée à la conformité donc du référentiel d'interopérabilité qui est d'ailleurs en cours d'élaboration voilà, à l'ANS en collaboration avec l'HAS. Voilà. Donc, un deuxième aspect apparaît aussi pour la télésurveillance, c'est qu'il y aura de nouvelles pathologies qui seront prises en charge justement à l'aide de tout ce travail qui a été fait et de manière beaucoup plus simple que pour les 5, disons, les 5 pathologies en prémisse. Donc voilà. Alors notre objectif à nous dans le cadre des parcours de télésurveillance pour les personnes âgées, donc notre objectif est réellement de construire le parcours de soins le mieux adapté pour la prise en charge de nos aînés en nous appuyant sur la télésurveillance. Donc, ça veut dire que nous travaillons depuis 2018 sur la codification de parcours de soins liés à la prise en charge des désordres gérontologiques. Donc, bien sûr, l'objectif est toujours le même, réduire les décompensations pour éviter les réhospitalisations, faciliter l'accès à l'information aux professionnels de santé
et structurer les parcours de soins à l'aide justement d'une protocolisation de ces parcours. Alors, on s'appuie sur des expériences que l'on a sur les dernières années. Donc, le projet Prado un cadeau, qui lui est un parcours de soins qui a été proposé en collaboration avec la CPAM, avec l'appui de l'ARS Grand Est et en partenariat avec l'hôpital de Strasbourg. Donc c'est un parcours qui s'appuie sur un protocole Prado IC, protocole Prado insuffisance cardiaque, que l'on va équiper, que l'on va, disons, améliorer en rajoutant un système de télésurveillance et en restant conforme aux différentes règles imposées par le Prado IC. Donc, cette étude a été menée donc à Strasbourg, à l'hôpital, au CHRU de Strasbourg, donc au service du professeur Andrès. Il a été mené sur 100 patients, donc en sortie d'hospitalisation, avec une durée de télésurveillance de 6 mois et un modèle d'organisation qui est vraiment du Prado, c'est-à-dire chaque patient va disposer d'aidants et d'une aide aussi d'IDE, et c'est l'IDE qui va traiter les alertes et remonter vers le médecin traitant si c'est nécessaire. Donc, une autre expérimentation a été menée autour du diabète. Alors, c'est le projet diabétique qui a été mené avec le service diabéto du CHU de Strasbourg. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on va prendre en charge essentiellement le diabète de type 2 avec des comorbidités. C'est-à-dire, c'est un parcours de soins qui a été construit plus pour les diabétiques complexes que pour la gestion, la télésurveillance du diabète liée uniquement à la glycémie et probablement à l'insuline, donc à la prise d'insuline, donc le basal et le bolus. Donc là, on est plus dans un modèle où on va plutôt s'intéresser aussi aux problématiques liées à la comorbidité, dont notamment les problèmes cardiovasculaires qui se rajoutent pour les diabètes de type 2 à partir d'un certain moment. Donc le principe est le même, c'est essayer de dépister des situations à risque de manière précoce pour éviter justement qu'il y ait des décompensations ou bien des visites en urgence ou non programmées. Donc, je parlerai de ces deux modèles. Le premier modèle, donc, on a vu sur le Prado, qui était plutôt distribué où chaque patient avait son IDE qui allait traiter ses alertes, et le modèle qui est présenté ici pour le diabète, qui est plutôt centralisé autour d'une cellule de coordination qui est composée d'IDE et qui, elle, va traiter toutes les alertes de tous les patients. Donc voilà. Donc là aussi, cette expérimentation a pris en compte 120 patients et autour justement de ce modèle qui est un modèle original ou spécifique en tous les cas. Donc je reviendrai un peu plus dans le détail par rapport au modèle d'organisation. Donc là, ces modèles d'organisation, comme vous le voyez, donc on a le deuxième modèle, on est un modèle type Prado un cadeau où on a un ou une IDE par patient. On a un deuxième modèle comme celui de Diabéti où la cellule de coordination va gérer plusieurs patients et va les centraliser. Déjà, dans ces deux modèles-là, bien sûr, le modèle qui est centralisé avec une cellule de coordination nous a donné de meilleurs résultats pour des raisons qui sont, je dirais, simples. C'est que la cellule de coordination est mieux contrôlée par rapport à la gestion des notifications, des alertes, la coordination, que lorsqu'on est sur des IDE libérales où c'est distribué, où chaque IDL
va plutôt travailler en fonction de ses motivations et en fonction de ses, je veux dire, intérêts professionnels dans ce cadre-là. Et puis apparaît un dernier modèle que l'on a expérimenté très récemment dans le cadre du Covid, où l'on aura une cellule de coordination qui, elle, va gérer toutes les alertes et chaque patient aura, pendant une période donc qui est relativement courte, puisqu'il est de 15 jours à 3 semaines, où chaque patient a sa propre ou son propre IDE. Et donc, les alertes sont traitées aussi bien par la cellule de coordination et l'IDE, et on arrive, si c'est nécessaire, à escalader vers les médecins traitants ou le spécialiste si c'est nécessaire. Donc voilà pour ce qui concerne, par rapport à nos expériences, des modèles qui ont été expérimentés à ce jour. Donc, par rapport à ces organisations, alors très rapidement, dans le modèle de télésurveillance, donc on a un modèle de télésurveillance qui est encadré par une organisation, on aura toujours naturellement une inclusion avec une prise en charge des patients sur leur lieu de vie. À ces patients-là, on va les équiper à l'aide d'un système de télésurveillance qui va permettre de collecter des données à travers des capteurs ou des questionnaires. Ces données-là vont être remontées vers le système qui, lui, va les traiter de manière automatique en s'appuyant en général sur une connaissance médicale et, disons, liée à la pathologie dont on traite. Donc, en fonction justement de cette analyse, soit une alerte va être remontée s'il y a une dégradation de l'état du patient, soit il n'y a pas d'alerte. Ces alertes-là sont remontées vers justement cette cellule de coordination qui les traite et qui va remonter vers le médecin en charge de la télésurveillance dans le cadre de la collaboration. Voilà. Le médecin, lui, par la suite, analyse les causes et donne une réponse qui, en général, va être d'améliorer, de modifier la prise en charge du patient. Donc voilà, la première partie qui concerne une description générale et qui décrit notre approche par rapport à la télésurveillance. Donc, je vais maintenant vous présenter la plateforme elle-même et ses spécificités, disons les spécificités MyPredi. Donc, les composants que l'on va retrouver dans MyPredi sont les suivants. Donc, il y a un portail qui est accessible au corps médical et au support. On va avoir une application, donc une app, donc iPhone et smartphone de manière générale, pour les médecins. Je parlerai un petit peu plus par la suite de cette application-là. On va avoir une application dédiée aux patients qui va être très, disons, en termes d'ergonomie, extrêmement simple pour permettre à tous les patients de collecter des données. Et enfin, des capteurs connectés qui seront rattachés justement à cette application patient. Voilà. Autour donc de ces 4 composants, on va avoir le moteur du système qui est un moteur intelligent qui est basé sur de la connaissance des différentes pathologies que l'on va traiter et que l'on va traiter, pardon, et qui va nous aider à remonter les alertes. Alors, le concept en lui-même est relativement, disons, simple. On dispose d'un moteur d'intelligence ou de raisonnement plutôt, qui va nous permettre, à partir des données collectées, quelle que soit leur origine, d'être analysées et traitées au regard de la connaissance qui a été injectée dans le système. Donc, ce qui signifie qu'à la base, MyPredi est une plateforme qui est vide, qui est vierge et qui ne fonctionne qu'avec la connaissance qu'on veut bien y mettre. Donc aujourd'hui, on a travaillé par exemple sur la partie gériatrie où l'on a tout un ensemble d'informations
qui ont été injectés pour permettre justement de créer de la valeur ajoutée lors de l'analyse de ces données. Et c'est cette analyse-là qui va nous permettre de faire de la prédiction de situations à risque et de remonter des alertes si c'est nécessaire. Voilà. Donc le schéma est toujours le même. Donc on va monitorer, détecter, alerter et permettre une coordination de l'activité. Alors en termes de désordre gérontologique, la prise en charge va concerner la dénutrition, la constipation, la déshydratation, la iatrogénie. Alors la iatrogénie, de manière générale, liée aux différents risques gériatriques. On va aussi suivre la douleur, la chute et des problématiques d'insuffisance cardiaque et de diabète. Alors il faut bien comprendre que l'on ne cherche pas le problème en lui-même, même si le système, bien sûr, va ressortir quand il y a un problème, mais on va plutôt essayer de détecter, de prévenir des situations à risque. Donc, on va essayer de faire de la prévention sur des situations à risque. Par exemple, si on va parler de constipation, bien sûr que la remontée d'informations liée à la constipation va remonter des alertes aux médecins, mais ce qui est plus intéressant, c'est plutôt de dire il y a un niveau de risque de constipation pour tel patient, pour telle et telle raison, et ce à quoi il faut s'intéresser en termes de préconisation. Donc notre démarche est plus à chercher à faire de la prévention. C'est ce sur quoi nous avons travaillé durant les 3 dernières années, donc avec le professeur Andrès et le docteur Zulfikar. Donc la connaissance médicale, elle est utilisée, matérialisée aujourd'hui dans notre système par un moteur d'inférence bayésien. Même si nous avons d'autres méthodes qui sont implémentées d'intelligence artificielle telles que les machine learning ou bien le clustering, ces 2 dernières méthodes ne rentrent pas dans le cadre de la certification aujourd'hui. Nous avons certifié uniquement la connaissance avec un moteur d'inférence bayésien. Donc, les règles, en les résumant rapidement, les règles sont tout d'abord des règles de prévention. Alors, les règles de prévention, on va en avoir dans le modèle, dans l'écran donc de l'application mobile du médecin, avec un tableau de bord qui nous donne un certain nombre déjà d'informations liées à la couleur. Donc, par exemple, la dénutrition, il y a peu de risques, on est uniquement à 25%, alors qu'en termes de iatrogénie, il y a des risques que l'on va retrouver au niveau des alertes. Par exemple, ou bien la déshydratation, où le risque est très élevé. Donc, ces règles de prévention, en fait, s'appuient sur un algorithme qui est original, sur lequel nous avons travaillé avec les médecins et qui a été validé sur une première étude qui s'appelle Géritech. Donc la prévention, elle va, je prends par exemple la déshydratation, elle s'appuie sur 10 indicateurs et c'est sur la base de ces 10 indicateurs et le comportement de ces indicateurs que le risque est calculé et proposé. Donc là, en l'occurrence, on va préconiser à la cellule de coordination de s'intéresser plus spécifiquement à certaines problématiques liées à la déshydratation. Donc, on a des règles d'observance. Alors, les règles d'observance sont liées à un workflow que l'on propose dans le suivi du patient. Donc, typiquement, la biologie doit être faite tous les mois, par exemple. Eh bien, si elle n'est pas faite, une notification va remonter sous forme d'observance donc qui va permettre de relancer en fait le médecin et l'IDE pour s'occuper de la biologie pour certains indicateurs. Alors les préconisations sont des préconisations qui sont plus destinées à la cellule de coordination et qui proposent donc des éléments à traiter
parce que justement, on a des risques qui sont plus ou moins élevés liés à tel ou tel risque gériatrique. Voilà. Et bien sûr, on a des règles basiques qui sont les règles de seuil que l'on va retrouver dans tous les systèmes de télésurveillance, qui eux marchent aujourd'hui dans MyPredi avec des seuils génériques qui sont définis par le médecin gériatre et qui vont être applicables, disons, à tout le monde. Et le médecin en charge de la télésurveillance va pouvoir adapter, donc c'est ce que nous on appelle les valeurs de référence, va pouvoir adapter ces valeurs de référence à chacun de ses patients, d'accord, en fonction du comportement du patient. Voilà. Donc les règles de seuil, elles, s'appliquent justement à les règles de seuil s'appliquent à ces seuils, à ces valeurs de référence qui sont définies. Voilà. Alors les alertes de prévention, donc comme je vous l'ai dit, est un algorithme, un ensemble d'algorithmes original. Ces algorithmes s'appuient premièrement sur le profil du patient avec toutes les informations que l'on obtient, la médication du patient, ses antécédents, d'accord, les symptômes que l'on va identifier et remonter à l'aide de questionnaires, et puis les données physiologiques ou les indicateurs, ainsi que les scores qui vont être calculés avec la remontée des données, telles que des données de type fréquence cardiaque, de tension ou autres valeurs comme le poids, par exemple. Voilà. Alors, la collecte de données dans le système MyPredi, il y a différents canaux. Donc, les capteurs connectés, bien sûr, qui permettent de collecter vraiment de manière vraiment très, très simple les données, comme les thermomètres, la balance ou bien le tensiomètre. On a aussi la capacité de créer des capteurs virtuels. En fait, c'est des capteurs qui ne sont pas connectés. Donc, c'est des capteurs virtuels pour lesquels la saisie devient manuelle. C'est-à-dire, c'est un capteur pour lequel on n'a pas la possibilité de l'avoir en mode connecté. Donc, le patient va pouvoir utiliser ce capteur et rentrer, ou l'IDE, et rentrer les données à la main. Enfin, on a les questionnaires et les scores. Donc, les scores sont des questionnaires auxquels on a rattaché une analyse et qui permet de générer un indicateur supplémentaire. D'accord. Et enfin, le dossier médical, donc, qui est en général déjà initialisé lors de l'inclusion par le médecin donc de la cellule et qui va vivre dans le temps en fonction de l'évolution. Voilà, donc je ne m'attarde pas sur les autres fonctionnalités puisque je présente plutôt le cœur du système et plutôt ce qui est lié à la certification et ce qui est lié aux fonctionnalités du système. Mais bien sûr, le système est assez riche en autres fonctionnalités. Il dispose, par exemple, déjà de la messagerie sécurisée, ou bien la notification des alertes à l'aide de SMS, de mails ou bien de notifications pour les applications mobiles. Il dispose d'un système de collaboration avec des notes médicales, donc avec un S, et de tableaux de bord ou de graphiques personnalisés. Donc, le système est assez riche et il évolue aujourd'hui régulièrement. Donc, ce système-là est déjà certifié pour les pathologies telles que l'insuffisance cardiaque ou le diabète. Et donc, Predimed est certifié ISO 13485 et la classe 2A est en cours pour l'EDM. Donc, sachant qu'on a jusqu'à mai 2024 pour passer l'audition, aujourd'hui, on est dans une phase transitoire. Donc, d'ici la fin de l'année, nous travaillons aujourd'hui sur tout le référentiel d'interopérabilité qui a été aujourd'hui quasiment finalisé et dans lequel on va retrouver notamment l'INS ou même la messagerie sécurisée ou d'autres fonctionnalités qui vont être obligatoires demain pour permettre la
l'utilisation du système en tant que système de télésurveillance. Donc voilà. Donc, je vais, à partir de maintenant, je vais, disons, illustrer notre système de télésurveillance et ses organisations à travers deux projets. Alors, le projet Géritech, en fait, c'est un projet qui a été initié en collaboration avec le CHRU de Strasbourg, dans le service du professeur Andrès, comme je le disais auparavant, et le docteur Zulfikar. Et 120 patients étaient inclus, essentiellement en médecine interne, mais aussi dans des EHPAD du CHRU de Strasbourg. Donc, un suivi médicalisé, protocolisé a été mis en place et nous a permis de valider notamment l'ensemble des algorithmes et de l'approche qui a été étudiée. Voilà, il y a plusieurs articles qui ont été publiés, je dirais même une dizaine d'articles qui ont été publiés sur ces travaux de recherche, que je peux vous transmettre par la suite si vous le souhaitez. Donc, Géritech, juste en deux mots, c'est un projet qui a permis de codifier une approche préventive pour la prise en charge en EHPAD et à domicile des principaux risques gériatriques pour nos aînés à l'aide justement d'une plateforme de télésurveillance qui est MyPredi. Donc on a travaillé sur un ensemble de risques gériatriques pour lesquels on a constitué tout un corpus d'informations et de données et de connaissances qui ont été injectées dans MyPredi pour permettre justement de faire de la prévention ou de la préconisation ou de l'observance pour ces différents risques gériatriques. Alors, le mode de fonctionnement est exactement le même que ce qui a été établi et expliqué au préalable. On a un système avec des capteurs, on équipe les patients, on a un workflow qui est mis en place qui permet à l'IDE de proposer des questionnaires ou de collecter ou de prendre des mesures avec des capteurs. Et puis, on a donc MyPredi qui va compulser toutes ces données au regard des connaissances et remonter des alertes à la cellule de coordination. Alors, le schéma de coordination est ce qui a été expliqué auparavant avec une cellule de coordination qui va traiter les alertes, faire de l'accompagnement thérapeutique si possible et faire essentiellement de la coordination et parcours de soins avec la capacité de remonter vers le médecin traitant, le spécialiste, si c'est nécessaire. Donc, ce schéma-là a lui aussi été validé dans le cadre de ce projet. Donc, les risques gériatriques qui ont été identifiés, présentés auparavant, sont ici. Alors, ce tableau vous permet, disons de manière rapide, de voir comment on va collecter les données. Alors, il est important de savoir qu'on a une fréquence que l'on va moduler en fonction justement de l'organisation qui va être possible. Si l'organisation est compliquée en termes de ressources, eh bien, on va alléger les fréquences, d'accord? Et sinon, eh bien, si on a la capacité d'avoir de la ressource dédiée, eh bien, cette fréquence-là va être beaucoup plus, disons, étoffée. Voilà, si je prends par exemple les paramètres hémodynamiques, eh bien, liés avec des capteurs connectés, on va faire ça 2 fois par semaine. On va demander donc aux IDE de prendre 2 fois par semaine ces données. Si je prends pour un insuffisant cardiaque, eh bien, on a un questionnaire EPOF qui peut être utilisé soit une fois par mois, soit utilisé une fois par semaine, en fonction, encore une fois, des capacités de la cellule. Voilà. Donc, si on prend la biologie, eh bien, la biologie va être demandée une fois par mois. Tout ce qui est iatrogénie, c'est un questionnaire qui est fait une fois à l'admission et mis à jour à chaque fois qu'on a des ordonnances
qui vont venir se rajouter et c'est la cellule qui prend en charge ces informations-là. Donc, ce workflow ou ce protocole ou ces fréquences sont ajustables et adaptables en fonction de chaque projet. Alors, bien sûr, dans un cadre médical qui est quand même contrôlé. C'est-à-dire, on n'a pas, c'est le médecin et le gériatre qui décident de ce protocole. Donc, très rapidement, donc je vous donne quelques exemples de questionnaires, notamment sur la iatrogénie ou sur, par exemple, EPOF, que l'on retrouve ici, avec la présence d'œdème, de la dyspnée, de l'essoufflement, ou la toux, l'orthopnée. Donc, c'est des questionnaires, en fait, qui sont mis en place, sachant que MyPredi permet de créer des questionnaires de manière dynamique et de les rattacher, donc c'est ce qu'on appelle, nous, des questionnaires sémantiques, et de rattacher les résultats à des objets existants qui seront eux-mêmes analysés et traités par le système intelligent. Donc voilà. Alors, les seuils préconisés, donc ça c'est les seuils, par exemple, c'est les valeurs par défaut, c'est les valeurs de référence par défaut dont je parlais au préalable, qui sont préconisées par l'équipe de Géritech dans le cadre des désordres gérontologiques. Donc, je ne m'attarde pas là-dessus, mais c'est juste pour vous dire qu'il existe un tableau très spécifique qui a été défini et on ajuste après ces valeurs pour chaque patient. Voici quelques exemples de tableaux issus donc des mesures qui ont été prises lors de la prise en charge dans le cadre de Géritech. Donc, je vais assez rapidement passer et je vous ferai, s'il nous reste un peu de temps, une petite démo de la plateforme. Donc, voilà les mesures, les questionnaires, ou par exemple ici, un capteur lié à un questionnaire dans le cadre de l'insuffisance cardiaque. Si la personne est insuffisante cardiaque, eh bien, on va non seulement prendre ces mesures, mais on va lier ça à cette mesure, la lier à un questionnaire pour notamment déceler les problèmes de dosage d'IEC, par exemple. Voilà. Donc, je vais passer à la deuxième expérimentation qui est en cours aujourd'hui, qui a démarré et pour laquelle on a démarré fin de l'année 2021 et ce projet donc a été maintenant mis en place et on démarre les inclusions. Donc c'est un projet qui est mené en collaboration avec bien sûr les hôpitaux Strasbourg, l'hôpital d'Angers, le Syntic et le groupe Vive 3. Donc, ce projet s'appelle Divadom Philémon et c'est un projet, alors excusez-moi, c'est un projet voilà, qui est un DRAD. Donc, c'est un dispositif, alors voilà, c'est un dispositif, alors j'ai perdu une slide, mais en fait, c'est un DRAD qui a été donc voté parmi tous les DRAD nationaux. Donc, c'est une des expérimentations nationales. Et ce DRAD-là offre à un ensemble de personnes âgées donc en difficulté, donc un ensemble de services qui seront autour de l'autonomie donc, sur leur lieu de vie, donc avec l'adaptation du logement et des accès à des aides techniques, la téléassistance intuitive, mais aussi à bénéficier d'un suivi médical comme les soins infirmiers à domicile en collaboration avec des SIAD ou la téléconsultation ou bien la télésurveillance. Donc nous, on intervient dans le cadre de Divadom Philémon pour la partie télésurveillance. Donc très rapidement, donc bien sûr le logement est équipé avec un système de domotique, une téléassistance et une mise en place
grâce à une tablette, d'un ensemble de bouquets de services qui sont disponibles et que l'on peut retrouver là-dedans. Donc, si vous êtes intéressé par plus d'informations sur ce DRAD, vous rapprochez de moi et je pourrai vous fournir plus d'éléments spécifiquement à ce DRAD. Donc, les risques gériatriques sont quasiment les mêmes que celles qui sont prises en charge dans le cadre de Géritech, donc avec un protocole qui est totalement adapté. Donc, ça veut dire qu'on va alléger de manière à ne pas surcharger les IDE lors des visites chez le patient. Donc, cette approche liée à l'opérationnel est très importante parce que lorsque l'on regarde l'ensemble des rites gériatriques qui sont traités, donc on peut penser raisonnablement qu'il y a beaucoup de données à collecter. En fait, le protocole tel qu'il est défini aujourd'hui permet vraiment d'avoir beaucoup de souplesse tout en restant efficient dans le cadre des recherches des risques. Voilà, en termes d'organisation, c'est la dernière organisation dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que chaque patient dispose d'une IDE qui va prendre en charge son suivi. Et au-dessus, on a une cellule de coordination qui, elle, aujourd'hui, dans le cadre de Philémon, est composée de 2 infirmières, donc 2 IDE, et coordonnée par le docteur Zulfikar, donc qui fait la coordination. Voilà. Associés, on a tous les médecins traitants, les gériatres qui sont en charge des patients, et en dernier recours, en cas d'urgence, donc c'est le CHU d'Angers, pardon, là aussi il y a une petite faute, c'est pas le CHRU, mais le CHU d'Angers est positionné pour les urgences. Donc voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de ma présentation. J'espère que j'ai à peu près respecté les délais. Donc, si vous souhaitez, donc je vais arrêter la présentation. Oui, merci à vous. Effectivement, il est déjà 1h moins le quart. Oui. S'il y a des questions dans la salle, entre guillemets, je vous laisse prendre la parole et poser vos questions. Pas de questions? Donc, simplement, comme vous l'avez indiqué, Monsieur Ajam, la télésurveillance est en année de transition, hein, puisqu'on va passer du régime très encadré d'étapes à une généralisation finalement à toute pathologie, toute patientèle d'ailleurs. Hein. Là, on est sur des cibles personnes âgées, mais on pourrait imaginer aussi des cibles personnes handicapées hein, qui peuvent apporter des pathologies chroniques fortes également, même sur des publics beaucoup plus jeunes. Vous pensez pouvoir vous entrer dans le nouveau cadre de la télésurveillance d'ici cette année, fin d'année, l'année prochaine, puisqu'il y aura finalement à faire valider vos propositions de services pour qu'elles soient prises en charge donc, par l'assurance maladie. Hein. L'idée, évidemment, c'est que les patients puissent bénéficier, dans le cadre de ces télésurveillances gériatriques, d'une prise en charge par l'assurance maladie, prise en charge qui couvre à la fois les aspects technologiques de la plateforme, mais aussi les aspects coordination, donc ce qu'on appelait suivi thérapeutique dans le cadre du programme ETAP, et bien sûr le temps médical du médecin télésurveillant. Oui. Oui, tout à fait, puisque la télésurveillance pour les désordres gérontologiques, effectivement, aujourd'hui n'est pas prise en charge dans le cadre des 5 pathologies qui ont été identifiées. Donc aujourd'hui, nous travaillons justement sur ce dossier-là pour essayer d'être prêts début d'année 2023 et de proposer ces services avec un remboursement de la sécurité sociale. Et nous travaillons aussi en parallèle
sur toute la partie interopérabilité qui est aujourd'hui, disons, en cours de validation. Bon, bien sûr, il y a tout un ensemble de services sur lesquels on a déjà commencé à travailler, mais l'ensemble du référentiel n'est pas encore figé. Et donc là aussi, le référentiel doit être certifié pour permettre justement à la plateforme d'être remboursée aussi. Donc voilà. En termes, vous l'avez décrit, hein, il y a bien un dispositif d'inclusion hein, qui est fait en début finalement, on prescrit une télésurveillance comme on prescrit finalement une molécule, avec une éducation thérapeutique aussi qui accompagne généralement l'enrôlement, enfin l'inclusion du patient. Vous avez cité 2 territoires là, finalement autour du CHU de Strasbourg et donc des départements du Grand Est et puis ici cette deuxième expérimentation sur Angers. L'objectif, vous aurez, parce que ici donc, on est dans le Grand Est, vous aurez une capacité à couvrir l'ensemble du Grand Est, voire au-delà. Quel sera un peu le périmètre géographique sur lequel vous pensez intervenir? Alors, ben on espère même élargir, c'est-à-dire avoir on aura, disons, on a la capacité de couvrir le Grand Est et euh, de couvrir le Pays de la Loire. Aujourd'hui, on est en partenariat sur le Pays de la Loire, c'est-à-dire que sur le Pays de la Loire, on amène nos compétences et notre savoir-faire et notre technique avec la plateforme et on va s'appuyer sur le CENTIC, qui est un centre national expert, d'ailleurs pour l'handicap, que vous avez cité au préalable, et qui bon, s'occupe aussi du vieillissement, pour mener à bien notamment les déploiements ou le suivi. Voilà. Nous, on va s'occuper sur ce territoire-là de la partie vraiment technique avec un support de cette institution, aujourd'hui en tous les cas. Après, naturellement, pour accéder à d'autres territoires, il va falloir monter en compétences en termes de ressources humaines, je parle, et, et recruter pour pouvoir élargir le périmètre. Très bien. Je vous remercie. Je relance pour savoir s'il y a une dernière question que souhaiterait poser l'auditoire. Je pense qu'ils ont compris aussi que mettre en place de la télésurveillance, ça peut être une charge de travail dans les structures qui sont déjà, qui croulent un peu sous la charge, qui n'est pas négligeable, parce que tout n'est pas automatique. On l'a vu que pour faire une bonne télésurveillance sur des pathologies multiples, chroniques, il y a des objets non connectés, donc il y a des formulaires, il y a vraiment un travail non négligeable. C'est un projet à part entière, mais on comprend aussi que la valeur ajoutée pour les patients est sûrement, enfin les patients, les résidents en l'occurrence, est sûrement forte. S'il n'y a pas une dernière question, eh bien, il me reste à vous remercier, Monsieur Ajam, pour cette présentation. S'il y avait des questions après coup, un droit de remords qui s'exprimerait, je n'hésiterai pas à vous les faire suivre. Et puis, je mettrai donc en ligne cet enregistrement dans les prochains jours. Merci à vous. Merci infiniment. Et je mets fin à l'enregistrement. Monsieur Deverchin, une question? Non, juste pour dire. Non. C'est bon, merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Je vais mettre fin à l'enregistrement. À bientôt.